Bonjour. Alors, en effet, l'intervention que je commence sur le consentement est particulière puisqu'il s'agit là du consentement du médecin. En effet, nous sommes de plus en plus souvent confrontés à des demandes qui reposent sur ce que nous appelons un autodiagnostic. La personne qui vient nous voir étant déjà absolument convaincue, affirmant avoir pris toutes les informations nécessaires, étant prête à nous signer toute décharge. Et c'est donc un problème, outre la référence au code de déontologie, c'est un problème particulier, d'autant plus que ce sujet de la transidentité est en pleine évolution. Le désir de changer de sexe n'est pas nouveau. On peut lire dans des textes très anciens que ça a toujours existé, et selon les cultures, les réponses ont été différentes. On a, bien sûr, une toute nouvelle époque, ça a été celle où c'est devenu possible, dans les 1954, quand c'est devenu possible. Alors, quand je dis possible, il y a hormones et chirurgie. Quand je disais tout à l'heure qu'il y avait une évolution, c'est que parallèlement, nous assistons à un mouvement sociétal récent qui prône la non-binarité ou la fluidité du genre. Et c'est une approche intéressante qui lève beaucoup de tabous, qui propose même l'écriture inclusive. Enfin, vous voyez, c'est un sujet parallèle, mais qui interfère avec la transidentité. Et c'est ça le problème auquel est confronté le médecin à qui on demande de consentir. C'est: est-ce que je suis devant une demande qui est inspirée par cette évolution de la société, ou est-ce qu'il s'agit vraiment de ce que nous appelons une dysphorie de genre, dysphorie inverse de euphorie, donc une souffrance psychologique. Et c'est donc un des problèmes que je dois aborder, c'est ce mouvement parallèle à lever des tabous. Auparavant, il y avait une telle levée des tabous pour le carnaval, une fois par an, où on pouvait s'habiller comme on voulait. Aujourd'hui, peut-être parce que nous sommes 8 milliards d'êtres humains, ce n'est plus vraiment un problème de cultiver la différence pour préserver la reproduction, la survie de l'espèce. Donc vous voyez, mais c'est autre chose. Alors, je suis dans ce domaine depuis plus de 30 ans et il m'a été demandé de m'en occuper parce que, à l'époque, il y a même presque 40 ans, c'était un problème médico-légal. Or, je suis psychiatre, mais j'ai fait également médecine légale. Et c'était un problème médico-légal puisque le médecin qui participait à cela pouvait être poursuivi pour crime de castration. Vous voyez d'où on vient. Bon. Et donc, aujourd'hui, si nous ne sommes pas consentants, nous sommes menacés de poursuites. Pas toujours, mais ça arrive. J'ai des patientes et des patients qui m'ont dit « Bon, vous allez recevoir un coup de téléphone de mon avocat. » Bon, c'est tout à fait une autre relation. Je rappelle quand même que la conviction d'appartenir au sexe opposé a été
médicalement considéré jusqu'au XIXe siècle comme un délire. Donc vous voyez d'où on vient. Et là, que doit faire le médecin devant quelqu'un qui lui dit « je veux des hormones du sexe opposé, je veux être opéré ». Et alors heureusement, d'abord il y a le code de déontologie qui est une bonne référence pour rester dans les règles, mais il y a aussi ce qui a été recommandé par la Haute Autorité de Santé, c'est que cette approche doit être pluridisciplinaire. Nous avons, il y a surtout endocrinologues, chirurgiens, gynécologues ou urologues, et il y a aussi psychiatres. Alors, des associations disent « Pourquoi un psychiatre? On n'est pas folle, on n'est pas fou ». Et je réponds « Il faut tout simplement un psychiatre pour qu'il dise que ce n'est pas psychiatrique ». Car parmi les demandes, pas plus que 10%, il y a des demandes qui sont vraiment pathologiques, qui sont comme une sorte de rêve, peut-être même de délire. Je veux changer de planète. Bon. Faites-moi un passeport pour Vénus, m'a dit quelqu'un. Vous voyez, donc on peut entendre toutes sortes de demandes qui nous interpellent, sachant que ne pas consentir dans ce domaine peut avoir des conséquences, car dans la souffrance en question de la dysphorie de genre, il y a fréquemment des idées suicidaires. Donc j'ai toujours pris l'habitude de ne jamais dire « c'est non ». Je dis « nous allons nous revoir ». Nous allons en discuter et en plus, je peux me référer à des règles recommandées, même internationales, que ces décisions, on les prend au moins après 1 an d'évaluation. Donc, vous voyez, c'est un sujet particulier qui est en outre modifié par ce que j'ai évoqué tout à l'heure. J'ai vu récemment, enfin dans l'année qui vient de passer, plusieurs jeunes filles venir me consulter dans cette consultation spécialisée en me demandant la chose suivante: je ne veux plus être fille, mais je ne veux pas être garçon. Or, la moitié d'entre elles avaient subi une agression sexuelle. Donc c'est une toute autre approche. C'est pas la disharmonie entre l'esprit et le sexe. C'est une conséquence d'un traumatisme qui a été subi. De même, d'ailleurs, j'ajouterais que dans les troubles du comportement alimentaire, l'anorexie mentale, il y en a qui est beaucoup plus fréquent du côté féminin. Il peut y avoir aussi une conséquence: je ne veux plus des formes de ce corps qui m'a valu l'agression que j'ai subie. Bon, là aussi, c'est comme on a évoqué tout à l'heure, c'est MeToo, on ne va pas dire que tout c'est ça. Mais tout de même, vous voyez, cette évolution, ce n'était pas imaginable avant qu'on ait de telles demandes. On aurait dit c'est un trouble de l'identité du côté schizophrénique. Pas du tout. Pas du tout. Et je peux le dire, là, nous ne sommes pas dans la maladie mentale. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'il y a un psychiatre et psychologue. Donc, vous voyez, voilà la question, c'est qu'est-ce qu'on doit faire avant de consentir, puisque c'est le sujet. Eh bien, on doit évidemment évaluer la nature de cette souffrance, puisque ensuite, en collégialité, nous allons évaluer les bénéfices par rapport aux risques, comme on fait toujours en médecine, en chirurgie. Et ça, ils existent. Je rappelle quand même que sur le plan chirurgical, ça va être, entre guillemets, des mutilations. Des organes sains vont être opérés. On va par ailleurs inonder le corps d'hormones du sexe opposé. Même si c'est vrai, toutes les femmes ont un peu d'hormones masculines, tous les hommes un peu d'hormones féminines, mais là, il s'agit d'une inondation qui, dans le sens féminin-masculin, est irréversible.
C'est-à-dire que les effets se maintiennent même si on arrête le traitement. La voix, dans ce féminin-masculin, donc la voix a mué, elle ne remontera plus. La pilosité a commencé, elle ne s'arrêtera pas. Donc vous voyez, c'est tout de même des décisions qui méritent, avant de consentir, une vraie évaluation de ce qu'il y a derrière cette demande. Mais en même temps, on ne peut pas commencer une psychothérapie pendant... vous voyez, on est devant quelqu'un qui dit je sais ce que je veux. Alors, par les réseaux sociaux, ils ont plein de connaissances. Ils peuvent me dire mais je le sais, je sais les risques. Bon, allez, on y va. Bon, vous voyez, c'est surtout en ce moment, dans le contexte actuel, c'est toujours immédiat. Je le veux dans les meilleurs délais. Allez. Donc, c'est pour cela que je pense que ce consentement est délicat et nous met devant des situations qui ne sont pas banales. Évaluer cette souffrance, je l'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire essayer de distinguer quelle est la souffrance induite par ce problème de disharmonie entre le corps et l'esprit, dysphorie de genre. Quelle est l'éventuelle souffrance qui aurait créé cette conviction? Et on peut parler de comorbidité psychiatrique. Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui, en fait, a un problème beaucoup plus profond, beaucoup plus vaste d'identité? Suis-je un martien? Vous voyez, et là, bon, il y a un tel relais médiatique autour de cette approche et des résultats, parce que les résultats sont bons, je vous le dis, et les résultats, c'est pour cela que la Sécurité sociale a accepté de prendre en charge à 100%, dans le cadre d'une ALD, affection de longue durée, hors liste. Ce n'est plus psychiatrique, c'est hors liste. Donc, il y a des résultats ont été évalués et la Sécurité sociale a tout simplement fait ses calculs. Si on ne fait rien, ils sont déprimés, à charge, hospitalisés, etc. Si on fait ce qu'ils demandent, ils travaillent et ils cotisent. C'est purement économique, mais n'empêche que la France est le seul pays où c'est pris à 100%, d'où de fréquentes demandes étrangères. Bon, bref, donc il y a cette évaluation est très importante. Est-ce que c'est une autre pathologie? Est-ce que bénéfices et risques? Et c'est pour ça qu'on prend son temps. Mais aujourd'hui, dire je prends mon temps, ça passe mal. Hein. Donc on essaye, on a des résultats encourageants, donc on continue. Il y a la détransition tout de même, mais elle est rare. Mais on commence à en parler quand même. Et c'est un sujet, vous voyez, particulier, mais qui nous fait réfléchir à ce que ça veut dire de soigner. Est-ce que nous soignons ou est-ce que nous sommes dans la chirurgie esthétique? Parce que dans la chirurgie esthétique, il y a aussi des demandes qui nécessitent le consentement du chirurgien, mais il y a un autodiagnostic. Je ne supporte plus telle partie de mon corps, veuillez la changer. Alors, ce n'est pas ça. Ce dont il s'agit, c'est un problème précoce, profond et constant, un questionnement sur l'identité. C'est quand même uniquement dans ce domaine que j'ai pu recueillir, ayant vu des parents par exemple, que dès l'âge de 4 ou 5 ans, cet enfant se demandait « mais qui suis-je » Il n'y a pas beaucoup d'enfants qui se posent ces questions. Mais qui suis-je? Voyant la différence, prenant connaissance de la différence. Donc, on est là dans un problème qui nécessite absolument une réflexion avant de consentir. Je vous remercie.